Il intègre un secteur pour devenir millionnaire et vend les membres de sa famille. Mais même après sa mort, il continue de les sacrifier. Histoire vraie, l'affaire se passe, je ne donne pas le nom, sinon les Camerounais vont recommencer à me clasher. Déjà, voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Nganou. Nganou est un jeune diplômé d'une grande université. Il est parti déposer ses dossiers pour être embauché dans une société au port, qui se situe au port. Mais le problème est que il n'a été embauché qu'en tant que chauffeur. Malgré tous ses diplômes, tout son bagage intellectuel, il n'était que chauffeur du PDG. Bon, au début, la famille ne s'est pas cassée. Au moins, il faisait quelque chose. Sauf que du jour au lendemain, après seulement quelques jours, on entend qu'il a été promu dans la société. Il travaille dans la société jusqu'à il a son propre bureau climatisé et un salaire à gros chiffres. Là, la famille était étonnée que, mais comment ça se fait que tu es là en tant que chauffeur que depuis quelques jours et du jour au lendemain, tu es gradé, tu as ton propre bureau et un salaire de cette ampleur-là. Tout le monde était choqué, les gars se posaient des questions. Alors que dans la famille, il n'avait pas de relation, quelqu'un de côté ou quoi que ce soit. On connaît comment est le pays. Mais bref, la famille s'est tout de même réjouie parce que quelqu'un au moins dans la famille est proche du stade de millionnaire. Ils étaient contents. Sauf que les jours qui ont suivi après sa promotion, c'était l'hécatombe dans la famille. Des membres de la famille ont commencé à décéder en catastrophe. C'est-à-dire un jour, un oncle tombe subitement malade, il décède. Un autre jour, c'est une cousine qui tombe et décède. Un autre jour, c'est un oncle éloigné. Un autre jour, un cousin éloigné. Ainsi de suite, jusqu'au jour où sa sœur s'est fait agresser et dans l'agression, elle décède. Mais maintenant, vous devez comprendre que dans la sorcellerie, quand on veut te sacrifier devant eux, on ne te jette pas forcément la maladie ou la sorcellerie. Dans des grandes sectes des sorciers de haut niveau, généralement, ils envoient directement des bandits, des agresseurs, pour qu'ils partent finir avec toi. Cette méthode-là est généralement utilisée par des grands sorciers. Parce que c'est très simple. Si on te jette la maladie, en t'amenant à temps chez un marabout ou chez un pasteur, tu peux être guéri et un retour à l'envoyeur peut être effectué. Par contre, quand c'est une agression, on peut te dire que bon, c'était pas ton jeu de chance. Tu as eu la malchance, tu es passé dans un mauvais couloir, on t'a pris, basta. Par contre, la famille maintenant n'était pas dupe. Parce que au vu de tous les décès qu'il y a eu dans la famille, et suite à l'agression de la fille, parce que il est bien vrai qu'elle avait été agressée, mais le problème est que son corps n'a pas été touché, donc il n'y a pas eu de V. Son téléphone n'a pas été volé, son argent n'a pas été volé. Bref, rien sur elle n'a été pris, c'était juste, on a seulement terminé comme ça. Là, on a compris que c'était une histoire de sorcellerie. Ils ont donc décidé d'aller chez un marabout pour faire le retour à l'envoyeur. Une fois donc chez le marabout donc, après avoir bien suivi l'affaire, a effectué le rituel. Et après avoir fait le rituel, un retour à l'envoyeur a été fait et le grand frère en question, c'est-à-dire Nganou, est tombé, il est décédé. Là, on a compris que c'était lui à l'origine des décès de tous les membres de la famille. Mais bref, la vie a suivi son cours. Mais malheureusement, malgré son décès, des membres de la famille continuaient toujours à décéder, un à un. Malgré qu'ils soient décédés, des membres de la famille continuent à être sacrifiés. Mais les gars ne comprenaient pas. Cette fois-ci, ils sont partis voir un autre marabout à Gaoundéré, un marabout célèbre dans la zone de Gaoundéré. Ils sont partis le voir pour expliquer la situation. Maintenant, vous devez comprendre que le marabout en question a une manière de travailler. À chaque consultation, il demande à ce qu'on vienne avec 2 boîtes de lait. Donc, les membres de la famille sont partis le voir avec 2 boîtes de lait. Et comme d'habitude, ils ont déposé les 2 pieds sur les 2 boîtes de lait. Et ils ont commencé à expliquer la situation. Maintenant, pendant qu'ils expliquaient, le marabout faisait son rituel et un esprit parlait à l'homme pour lui expliquer la situation. Le marabout a dit retire tes 2 pieds sur les 2 boîtes de lait et ouvre. Il a donc retiré ses 2 pieds sur les boîtes de lait, il a ouvert et il a vu à l'intérieur un cœur. Et le cœur battait. Là, le marabout lui a dit que c'est très grave. C'est très très grave. Il est bien vrai que votre frère est tombé et vous l'avez enterré, mais il n'est pas décédé. Partez rapidement l'exhumer. Parce que actuellement, là, même dans la tombe, il continue. C'est lui qui continue de vous sacrifier. Partez rapidement l'exhumer. Parce que là, actuellement, il était dans une secte très dangereuse. Ce qui fait qu'actuellement, l'enterrer ne suffit pas. Vous devez absolument l'exhumer. Dès qu'ils ont entendu ça, ils sont partis expliquer ça aux membres de la famille. Là, ils sont partis donc rapidement déterrer. Dès qu'ils ont déterré, ils se sont rendus compte que le cœur battait encore. Déjà, malgré que le corps avait été enterré il y a longtemps, le corps c'était toujours frais et le cœur battait toujours. Là, ils ont donc exhumé la dépouille et la vague des décès qui subsistait dans la famille s'est arrêtée. Franchement, la famille, que chacun choisisse son camp. Que ce soit les ancêtres, que ce soit Dieu, que chacun choisisse son camp. Parce qu'aujourd'hui là, quiconque est faible spirituellement là, sera livré comme un mouton. Franchement, la famille, le Dieu aussi ce n'est plus comme avant. Même quand on découvre qui c'est, puisqu'on l'enterre. On découvre qui c'est. Il décède jusqu'à l'enterre, il continue de vous vendre. Franchement, la famille, comme je dis toujours dans chacune de mes vidéos,
c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. Voici 10 voleurs qui ont braqué un féticheur et toute sa famille sans savoir. Actuellement, un seul est encore en vie. Histoire vraie. L'affaire se passe en RDC. Déjà, voici les 10 voleurs en question. En journée, ils sont employés dans une laverie de la place. Mais la nuit, tout ce qui tourne autour de braquage, kidnapping, agression, c'est eux. Tout, c'était eux. Sauf qu'à ce moment-là, la population ne le savait pas encore. Toute la population était extrêmement mal à l'aise à cause d'eux. Mais on ne se les soupçonnait pas encore parce qu'ils étaient très bien organisés. Jusqu'au jour où un colonel a aménagé dans le quartier. Dès qu'ils se sont un peu renseignés, ils se sont rendus compte que le colonel en question avait beaucoup de moyens. Ils ont donc décidé d'aller braquer chez le colonel en question. Sauf que malheureusement pour eux, le braquage en question ne s'est pas très bien passé. Pendant le braquage, ils ont été surpris par le colonel et le colonel bien évidemment était armé. Le colonel a voulu faire feu sur un des jeunes, mais tous les autres se sont jetés sur lui. Ils l'ont désarmé et ligoté. Là, ils ont continué à voler et ils sont partis. Le lendemain donc, le colonel, dès qu'il a réussi à appeler de l'aide et a été détaché, vu qu'il était assez gradé, une grande enquête a été lancée et on a donc découvert l'identité des jeunes en question. Dès que leur identité a été révélée, vous savez ici en Afrique, lorsque vous commettez quelque chose, mais tant que la chose n'est pas très grave, vous pouvez fuir au village ou dans les brousses pendant quelques mois, le temps que tout se tasse. Tant que ce que vous avez fait n'est pas très grave. Et c'est la même chose que les jeunes en question ont fait. Dès qu'ils ont découvert qu'ils avaient été pris ou que leur identité avait été révélée, ils se sont rapidement enfuis. On ne sait pas si c'était dans la cambrousse ou dans leur village. Ils ont resté pendant plusieurs mois. Et quand ils sont revenus, la situation avait été oubliée. Ils avaient été complètement oubliés et ils ont repris leur poste à la laverie. Bien évidemment, ils n'avaient ni terminé ni blessé personne. Donc, c'était juste un simple vol. Donc, ils ont facilement été oubliés. Quand ils ont recommencé à travailler, dans la même semaine, un monsieur est venu aménager dans le quartier, le fameux féticheur en question. Sauf qu'à ce moment-là, personne ne savait que c'était un féticheur. Le monsieur était friqué. Il a aménagé dans le quartier avec sa famille et ses 2 enfants. Il était friqué. Il est venu sous l'apparence d'un homme très riche. Il a aménagé dans une villa dans le quartier. Quand les jeunes ont vu le monsieur, subitement, la convoitise a commencé. Ils ont décidé d'aller braquer chez le monsieur. Ils se sont donc organisés. Mais il précise encore, ils ne savaient pas que le monsieur en question était un féticheur. Et le monsieur, déjà de base, sa fortune n'était pas simple, c'était mystique. Quand ils ont organisé dans la nuit, les 10 voleurs en question ont enjambé la clôture du monsieur et sont entrés. Sauf qu'en entrant, ils ont commis une erreur. Ils étaient nu-pieds. Et toute la cour du monsieur était du sable. Ils ont laissé les empreintes de pieds. C'est à cause de ça que tous vont y laisser leur vie. Ils sont entrés à l'intérieur de la maison, ils ont neutralisé le féticheur ainsi que sa femme et ils l'ont ligoté. Ils ont commencé à voler, à ramasser tout ce qui avait de la valeur, tout ce qu'ils pouvaient prendre. Mais dès qu'ils ont terminé donc, ils sont sortis de la maison et ils sont partis. Maintenant, le féticheur dès que le matin est arrivé, il a commencé à crier à l'aide. Ses petits enfants qui dormaient dans la maison se sont réveillés et l'ont détaché. Et à l'instant, le féticheur s'est levé, il a appelé la police. Mais avant que la police n'arrive, il est rapidement parti dans sa cour. Il a récupéré un morceau de terre sur les empreintes qu'ont laissé les voleurs dans sa cour. Il a récupéré tout ça, il a gardé dans une bouteille. Et il est parti par derrière faire ses rituels. Pendant ce temps, quand la police est arrivée, il les a expliqué la situation et une enquête a été lancée. Bien évidemment, ça n'a pas beaucoup choqué la police. On connaissait déjà de qui il s'agissait. C'était le même mode opératoire et le même nombre. Mais le féticheur, lui, de son côté, lui, il s'en foutait. Il les avait déjà maraboutés à distance. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les jours qui ont suivi, les jeunes, sachant qu'ils avaient été pris, ont décidé donc de s'enfuir, comme à leur habitude. Lorsqu'ils se font prendre, ils ont décidé donc de se faire oublier. Ils ont disparu dans la cambrousse, dans leur village. Sauf que pendant les périodes qui ont suivi, chaque semaine, un d'entre eux décédait. Un jour d'abord, un est tombé, il est décédé. À ce moment-là, les gars se sont dit que non, c'est les choses qui arrivent. Un autre jour, un deuxième est décédé. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne manque plus qu'un seul. Et le dernier là, avant que son tour n'arrive, il a compris que non. L'affaire n'était pas simple. Il a compris malgré lui, un peu tardivement, que l'homme qu'ils avaient braqué là, c'était un féticheur. Lui aussi, il sentait déjà qu'il allait bientôt partir parce que la même maladie qui a emporté ses amis avait commencé à le prendre. Il commençait à se sentir un genre, il sentait déjà la mort arriver. Là, rapidement, il est retourné en ville, à l'hôpital, pour voir si il pouvait encore se faire soigner. Par la même occasion, sentant que les choses allaient de mal en pire, il a décidé donc finalement d'avouer, d'expliquer la situation
à ses oncles et à ses tantes qui lui avaient rendu visite à l'hôpital. Il a expliqué franchement, il y a 2 mois, moi et mes 9 amis, nous avons braqué un féticheur, sa femme et toute sa famille. Mais à ce moment-là, on ne savait pas que c'était un féticheur. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le féticheur en question nous a lancé quelque chose. Et actuellement, là, c'est à cause de ça que tous mes amis que vous connaissez là ont commencé à décider un à un. Et actuellement, là, la même chose qui les a emportés, c'est ce qui est en train de m'amener en ce moment. Là, tous ces oncles, tous ces tantes ont commencé à crier, dire que, mais pourquoi depuis tout ce temps, c'est maintenant que tu décides de te confesser? Pourquoi c'est maintenant, quand tu es en train de partir, que tu décides de te confesser? Tu veux maintenant qu'on fasse comment? Là, ils ont essayé d'appeler le féticheur pour négocier. Le féticheur a attesté que oui, c'est bien lui. Que le lendemain matin, quand il a réussi à se détacher, lui et sa femme, ils ont pris les empreintes des pieds qu'ils avaient laissées dans sa cour pour partir marabouter ça. Donc, actuellement, là, non, que même tout ce qu'ils ont volé, là, ils ne veulent même plus. Qu'ils vont seulement payer qu'avec leur tête. Là, la famille a commencé à crier. Ils ont dit aux jeunes que, mais pourquoi? Vous travaillez. Là, ces tantes ont commencé à crier que, mais pourquoi vous faites ça? Vous travaillez dans une laverie, vous gagnez bien vos vies, pourquoi vous faites ça? Et même ça, tu voulais même te confesser, pourquoi tu attends quand c'est déjà loin comme ça? C'est ainsi donc que le jeune est décidé. La famille a commencé à se lamenter parce qu'il y a même plus possibilité d'amener même peut-être un praticien pour essayer de le traiter ou quoi que ce soit. Ah, franchement, la famille. Juste pour dire, il y a un vieux dicton aujourd'hui chez nous qui dit 97 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Et franchement, c'était leur jour. C'était leur jour parce que malgré tous les braquages qu'ils avaient eu à commettre, qui se passaient plutôt bien, tellement qu'ils ont même réussi même à braquer même un colonel, il a fallu qu'à la fin, il tombe sur un féticheur et qu'il puisse un féticheur et toute sa famille. Pour devenir riche, ces 3 jeunes ont accepté d'être enterrés vivants dans un cercueil pendant 3 jours. Sauf qu'au 3e jour, au moment de les déterrer, un seul en ressort vivant et le marabout se met à se moquer d'eux. Histoire vraie, l'affaire se passe, je ne donne pas le nom du pays, sinon les Ivoiriens vont encore me déranger dans les commentaires. Voici les 3 jeunes en question, mais ici on va en nommer un seul. Ici on va l'appeler Sako, on va dire le chef de la bande. Ce qui se passe est que les 3 en question rêvaient de devenir riches. Chacun individuellement rêvait de devenir riche, de faire des voyages à l'étranger, en Europe, en France, aux États-Unis. Ils rêvaient de la vie de luxe comme la plupart des jeunes dans leur pays. Sauf que, bien évidemment, ils étaient nés dans des familles pauvres ou du moins de classe moyenne. Et le moyen donc de devenir riche le plus rapidement possible, c'était donc d'aller consulter un féticheur ou un marabout. Par la force des choses, donc ils ont rencontré un marabout et ils ont déposé les problèmes au marabout. Ils ont dit au marabout, franchement papa, on veut être riche, on veut la belle vie, la vie de luxe. On veut pouvoir voyager aux États-Unis, en France, comme on veut. On veut la belle vie, on veut que nos affaires marchent toujours. Chacun a dit son besoin, ce qu'il désirait. Le marabout a dit, il n'y a pas de problème. Mais comme vous êtes 3 là, nous allons faire un rituel. Un rituel qui va faire que tout ce que vous entreprendrez va marcher. Il est que le rituel va se passer comme ça. Comme vous êtes 3, je vais déposer 3 cercueils. Chacun d'entre vous va choisir un cercueil et va se coucher à l'intérieur. Et on va enterrer les 3 cercueils dans 3 trous différents. Et pendant 3 jours, les cercueils seront enterrés. Et pendant ces mêmes 3 jours-là, plusieurs rituels vont être effectués. À la fin des 3 jours, lorsque on va déterrer les 3 cercueils, vos vies vont complètement changer. Tout ce que vous entreprendrez vont marcher. L'argent va commencer à vous suivre comme un chien poursuit son voisin. Dès qu'ils ont compris ça, ils ont validé. Ils n'ont même pas cherché à réfléchir ou à comprendre quoi que ce soit. Ils ont validé. Le marabout donc a apprêté donc, a demandé donc à chacun une somme de 200 000 chacun. Chacun donc a collecté la somme et ils ont donné. Le marabout a pris la somme là pour partir acheter des organes humains. Dès que le marabout donc est arrivé donc, ils ont donc creusé donc 3 trous derrière la maison du marabout. 3 trous, ils ont mis les cercueils à l'intérieur de chacun des trous. Et chacun des garçons sont entrés dans les cercueils et ont refermé. Là donc le marabout donc a déposé les 3 différents organes qu'il avait achetés au-dessus de chacun des cercueils et il a enterré. Pendant les 3 jours qui ont suivi, il nourrissait les jeunes spirituellement avec ses gris-gris, ses fétiches. Il les nourrissait spirituellement, bien évidemment, pour qu'ils ne meurent pas de faim pendant le processus. Il les nourrissait avec ses fétiches. Dès que 3 jours s'est passé, le marabout donc a décidé donc de déterrer les cercueils. Dès qu'il a retiré donc, il a sorti les 3 cercueils. Déjà, Sako s'est levé, il est ressorti du cercueil. Sauf que ses 2 autres amis ne sortaient pas. Le marabout a ouvert, il a frappé fatigué, les gars ne se levaient pas. Là, ils ont donc compris que dans le processus, ses 2 amis sont décédés. Là, Sako dit que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne se lèvent pas? Là, le marabout les explique que non, les esprits étaient faibles. Tes 2 amis sont décédés dans le processus parce que les esprits étaient faibles. Tu sais, spirituellement, le monde spirituel fonctionne avec la force.
C'est-à-dire, le gros mange le petit. Leur esprit était tellement faible qu'ils ont été mangés par toi. Donc, les génies se sont contentés de prendre dans leurs esprits pour fortifier ta part. Afin que le processus marche bien chez toi. Il est que bon, et maintenant on fait alors comment? Il dit que ok, maintenant ce qui va se passer est que je vais te donner une marmite. Le marabout est parti prendre une marmite avec un liquide étrange à l'intérieur. Il a donné à Sako, il a dit, tu vas prendre cette marmite, tu vas mettre dans un coin isolé, voire caché de ta maison ou de ta chambre, je ne sais pas, ça dépend de toi. Et à chaque fois que tu voudras faire quelque chose ou entreprendre quelque chose, tu vas effectuer une prière et faire un rituel sur cette marmite. Et lorsque tu vas terminer, tout ce que tu vas faire va marcher, tout ce que tu vas entreprendre va marcher. L'argent va te poursuivre comme un chien poursuit son voisin. Bien qu'il a compris ça, il a validé, il a accepté, il a remercié le marabout et il est parti. Dès qu'il est rentré chez eux, donc exactement comme le marabout a dit, il a caché la mamie là dans un coin de sa chambre. Et il a commencé à faire les rituels. À chaque fois qu'il voulait lancer un business, causer avec un client, il faisait le rituel. Lorsqu'il devait discuter avec un client ou un partenaire, le partenaire en question acceptait tout ce qu'il disait. Même si les prix étaient bizarres, il acceptait tout ce que Sako disait. Là, Sako a compris que le rituel marchait. Sa vie a commencé à changer. Tous ses business ont commencé à grimper. Et il a commencé à devenir, c'est ainsi donc qu'il est devenu millionnaire. Bon, vous savez, après qu'on ait l'argent, bien évidemment, on commence à chercher la femme. Un jour, donc, il a rencontré une femme et il est tombé amoureux d'elle et il a mis la femme chez lui. Maintenant, il a commencé à vivre sa vie tranquillement avec la femme. Sauf qu'un jour, donc, quand il a fait le mougouli, les bibons, avec la femme en question, ce que vous connaissez là, la femme là était en période. Et malheureusement pour lui, il y avait une règle, une condition que le marabout de lui avait pas dit. Il ne devait pas faire la chose avec la femme quand elle est en période. Dès qu'il a terminé donc de faire la chose avec la femme, quelques temps plus tard, sa vie a commencé à devenir bizarre. Un jour d'abord, il fait l'accident. Dans l'accident, il perd une voiture, mais il ressort vivant avec quelques blessures. Un autre jour, il fait encore l'accident. Il perd un autre véhicule. Un troisième jour, finalement, là, il dit que ça, c'est quoi ça? Il sort son téléphone, il appelle le marabout. Il dit que, mais, grand marabout, c'est comment? Il y a quoi que depuis que je ne fais que faire des accidents, mes affaires ne font que chuter, qu'est-ce qui se passe? Le marabout dit que, est-ce que tu as eu à avoir fait les bibons, les rapports avec une femme qui était en période? Le gars dit que oui, j'ai une copine là, pendant une période, elle était en période, oui, on a quand même fait. Il dit que voilà, tu n'aurais pas dû faire ça. Il dit que mais tu ne m'as pas parlé de ça. Il dit que non, tu n'aurais pas dû faire ça. Le marabout ne voulait rien comprendre. Il dit que non, tu n'aurais pas dû faire ça. L'affaire a gâté le travail. Il dit que bon, ça ne fait rien. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arranger ça? Le marabout lui a dit, tu dois prendre le sous-vêtement que la femme portait le jour où vous avez fait la chose. Et la femme elle-même aussi doit venir. Tu dois venir avec le sous-vêtement et la femme. Où je suis ici là. Dès que vous arrivez là, donc on va faire le rituel donc pour faire revenir ta chance, ta fortune et la puissance là. Il dit que ok, j'ai compris. Il a raccroché l'appel. Il est donc parti donc voir sa copine. Il a commencé à lui expliquer la situation comme ci comme ça. Sa copine était choquée parce qu'à la base elle ne savait pas que le gars était un ritualiste. Là il a dit que ok, il a dit franchement, ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver. Tu dois juste venir avec moi ainsi qu'avec le sous-vêtement que tu portais le jour là. Le marabout a fait le rituel pour que ma chance et ma fortune reviennent. Et là, on va rentrer, on va continuer notre vie normalement. Mais la fille n'était pas bête. Elle sait déjà que dans le genre d'affaires là, tu peux partir comme les jeux. Tu peux perdre ta vie comme les jeux. Elle a dit, ok, j'ai compris. Elle a dit, avance-toi, j'arrive. Sauf que dès que le monsieur est sorti, elle est passée par la fenêtre, elle a fui. Le monsieur l'a cherché fatigué, il l'a pas vu. Finalement, il a appelé le marabout pour expliquer la situation. Il dit que franchement, la femme habituellement, elle a fui. On fait comment? Le marabout lui a dit que, gars, c'est ton problème. Là, actuellement, il faut qu'elle vienne avec le sous-vêtement qu'elle portait le jour là pour qu'on puisse faire le rituel. Il n'y a que par elle qu'on puisse passer pour résoudre ton problème. Si ce n'est pas le cas, gars, tu vas seulement te débrouiller. Le gars a cherché la femme fatiguée, il ne l'a pas trouvée. La fille, sachant que sa vie était potentiellement en danger, elle se cachait. Quelques temps plus tard, donc, le gars, vu qu'il ne trouvait pas la femme, il a commencé à être frappé de folie. Un peu, il a commencé à perdre de plus en plus de sa fortune. Et du jour au lendemain, il a commencé à être frappé de confusion. Petit à petit, des signes de folie ont commencé à retomber sur lui. Il a commencé à visiter les pasteurs, c'est cela, pour essayer de résoudre son problème. Et actuellement, aujourd'hui, il est en train de déposer son problème sur Internet. Donc, si quelqu'un ici a quelque chose à dire, les commentaires sont ouverts. Voici un jeune qui a intégré une secte pour devenir riche. Mais lorsque le marabout lui annonce qu'il ne doit aider sa famille sous aucun prétexte avec cet argent, il se met à casser tous ses fétiches. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays. Les Béninois vont encore me poursuivre la nuit. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Samuel. Samuel, c'est un jeune débrouillard qui fait un peu de tout pour survivre. Il fait du petit commerce. Quand il a la possibilité, parfois il fait de la moto. Parfois, il s'en va au marché, vendre des vêtements, etc., etc.
Bref, il vivait par ses propres moyens. Sauf que bien évidemment, la débrouillardise ne garantit rien. Les temps étaient durs. Sauf que Samuel avait des amis riches, des anciens camarades de classe et amis d'enfance qui étaient riches, franchement riches. Un jour, il s'est approché d'eux, il a dit, mais franchement les gars, comment on peut être amis, nous sommes ensemble, on a fréquenté ensemble, vous avez réussi mais vous ne me mettez pas dans vos réseaux. Il dit que mettez-moi dedans. Ses amis se sont d'abord regardés, après ils ont dit franchement, ce qu'on fait là tu ne peux pas supporter, donc laisse seulement comme ça. Laisse seulement comme ça, tu continues ta vie normalement, comme tu as l'habitude de faire là. Parce que ce qu'on fait là, tu ne peux pas supporter. Sauf que Samuel a insisté là que non, ça ne peut pas se passer comme ça. On est amis d'enfance, mettez-moi dans le mood, mettez-moi dans les choses. Vous-même, quand je souffre comme ça vous plaît. Là, ils ont dit que ok, sauf qu'on n'était ni séduit, ni appelé à faire ça. C'est toi-même qui es venu nous voir pour qu'on te mette dedans. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a dit que ok. Ils ont donc conduit donc Samuel donc vers un féticheur. Dès que Samuel a vu le féticheur, il a une fois compris la situation. Le féticheur lui a demandé qu'est-ce que tu veux concrètement. Il a dit franchement, la vie est dure. Ça fait des années que j'ai terminé l'école, mais je suis tout dans la débrouillardise. Je n'ai pas de plan fixe dans ma vie. Donc franchement, fais quelque chose pour moi. Le féticheur a dit, il n'y a pas de problème. Mais il y a une condition que tu devras respecter. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, tu vas chercher une femme enceinte et tu vas faire la chose avec elle. Et après avoir fait la chose, tu vas la nettoyer avec un mouchoir et venir me remettre le mouchoir. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et il est parti. Dès qu'il est parti, donc, il a tapé un peu dans ses économies, une somme de 60 à 80 000. Il s'est baladé un peu dans son quartier. Il est tombé sur une jeune fille. Une jeune fille qui était enceinte d'environ 5 mois. Quand il a vu la jeune fille, il s'est approché d'elle. Il a commencé à la séduire. Il a dit franchement, je vous vois depuis ici au quartier. Vous êtes belle, vous me plaisez beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un peu connaissance et je suis même prêt à m'occuper de vous, à vous aider un peu financièrement, patati patata. Bon, déjà, la proposition était très bizarre, mais vu que les temps étaient durs, la jeune fille a d'abord regardé à gauche, elle a regardé à droite, elle a vu qu'il n'y avait personne. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie avec Samuel. Ils sont donc partis faire la chose et dès qu'ils ont terminé, il a nettoyé la fille avec un mouchoir et il est parti remettre au marabout. Dès que le marabout a repris le mouchoir, il a fait un rituel avec. Et lorsqu'il a terminé le rituel, il a dit à Samuel, à partir de là, l'argent va te suivre comme un chien. Toutes tes activités vont exploser. Dès qu'il est parti, exactement comme le féticheur lui avait dit, il a commencé à recevoir des dépôts, des contrats, tout ce qui faisait marcher. Il a commencé à avoir de l'argent par-ci par-là. Il a donc commencé à vivre sa best life. Au boîte de nuit, au snack bar, au sortie, au soirée appartement, au... donc tout, il était dedans. Sauf qu'à un moment donné, l'argent a commencé à diminuer, ses activités ont commencé à chuter. Là, il est parti voir le marabout et mais j'ai dit, c'est quoi ça? Comment ça se fait que depuis un moment donné déjà là, je ne sais pas, j'ai mes activités qui sont en train de chuter. C'est pas, on dirait que votre rituel a un problème. Le marabout a dit que non, ne t'inquiète pas, je vais résoudre le problème. Le marabout a fait un deuxième rituel. Et quand Samuel est parti, ses activités sont encore remontées. Il a recommencé à avoir de l'argent et des contrats par-ci par-là. Sauf qu'après un certain temps, c'est encore recommencé à chuter. Il est parti voir le marabout et dit que mais c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça rechute encore? Le marabout l'a regardé, il a dit, ah désolé mais actuellement là, on ne peut plus rien faire avec toi. Ta chance est déjà finie. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule condition pour que tes activités remontent. Là, maintenant, on va étudier la chance d'autres personnes. On va voler la chance d'autres personnes pour alimenter ta part. C'est tout ce qu'on peut faire là actuellement. Parce que actuellement là, tu es vidé, tu es sec. Il a dit que ok, mais comment est-ce qu'on doit procéder? Il dit que ok. Il a dit, ce qui se passe, c'est que tu vas cibler déjà, tu dois cibler des personnes qui ne sont pas protégées spirituellement. Des personnes qui ne sont pas dans des choses compliquées. Bref, des personnes qui sont faibles spirituellement. Tu vas les cibler eux et on va voler leur chance. Maintenant, le problème est que avec l'argent que tu vas gagner là, tu ne pourras pas aider ta famille ou quoi que ce soit. Tu peux donner à tes amis, tes copines, tout ce que tu veux, mais tu ne dois sous aucun prétexte aider ta famille avec cet argent. Là, Samuel rétrécit que mais comment ça? Il dit que mais à quoi ça sert d'avoir tout l'argent si je ne peux pas aider ma famille? Il dit que mais c'est seulement le piège. Il dit que non. Il est parti. Non, il a dit que non. Il dit que non, je suis désolé, mais si c'est pour l'autre là, moi je ne suis pas dedans. Et il est sorti de la maison de féticheur, il est parti. Sauf que comme il est parti, là, il est rentré chez lui. Il a pris tous les fétiches, tous les gris-gris que le marabout l'avait donné pour qu'il fasse ses rituels chez lui. Il a pris tout ça, il a cassé et il a brûlé. Sauf qu'après avoir fait ça, il était frappé de folie. Lorsqu'il est frappé de folie là, il commence à se balader. Il se déshabille, il commence à se balader, à dire des trucs incohérents. Bref, comme les fous. Là, sa famille, au courant de l'affaire, ont emmené des gens pour le saisir. On l'a amené chez un pasteur. Sauf qu'arrivé chez le pasteur, après avoir fait quelques prières, il a dit franchement, tu dois te confesser. Si tu veux vraiment être sauvé là, tu dois te confesser, sinon on ne pourra rien faire.
Là donc, même dans ce stade de folie, il parlait de manière incohérente, mais il a commencé à se confesser. Il a expliqué comment ses amis l'ont intégré dans une secte. Il a commencé à avoir de l'argent, tout s'est passé bien. Jusqu'au jour où le marabout lui propose un autre rituel. Sauf que dans le rituel là, il est strictement interdit d'aider sa famille. Il n'était pas d'accord, alors il est rentré, il a brûlé tous les fétiches du marabout. Après avoir dit ça, donc, le marabout s'est entamé dans une séquence de prière. Maintenant là, je vais m'arrêter là. Pour la suite, je ne sais pas s'il a été délivré ou pas. Mais franchement, la famille, l'argent facile n'existe pas. Agent mystique, ce jeune doit dépenser 100 millions avant 4 heures du matin, sous peine d'y laisser sa vie. Histoire vraie. L'affaire s'est passée au Cameroun. L'histoire est racontée par un barman de la place au Cameroun. Voici le fameux barman en question. Depuis plusieurs années déjà, il a l'habitude qu'un groupe de personnes viennent chaque soir pour boire dans son bar. Sauf que depuis déjà 3 mois, il a constaté que parmi ce groupe de personnes-là, il y en a un qui manque. Et retenez bien ces détails. Depuis 3 mois déjà. 3 mois. Il a constaté que l'un d'entre eux manque à l'appel. Il s'est approché d'eux, vu que ça fait déjà des années, ils se connaissent déjà. Il s'est approché d'eux, il leur a demandé que où est passé l'autre? Ça fait déjà 3 mois, je ne le vois pas. Ah, ses amis se sont regardés, lui ont dit, franchement, on ne sait pas. Nous aussi, depuis 3 mois là, il manque à l'appel, on ne sait pas où il est. Et même sa mère ne sait pas où il est. Il a dit, ah, ok, il est retourné donc à son service. Maintenant, quelques jours plus tard, comme à leur habitude, le groupe en question s'est dirigé vers le bar comme à leur habitude. Sauf qu'en entrant, ils ont constaté que leur ami était présent. Celui qui manque à l'appel depuis déjà 3 mois. Ils se sont approchés de lui, même le barman s'est approché. Il a demandé que depuis 3 mois, on ne te voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a seulement dit que laisse. Il va vous expliquer ça après. Pour l'instant, là, asseyez-vous. On doit un champ. On va boire. C'est moi aujourd'hui qui paye. Les gars ont été surpris parce que généralement, c'est le genre d'ami que quand on soit avec lui, il n'a jamais assez d'argent. Il ne fait jamais à boire à personne. Bref, il a demandé au barman, va et remplir, charge sur cette table tous tes meilleurs champagnes. Ah. Le barman est parti, il a porté les champagnes, il est venu déposer devant lui. Il a regardé le jeune et il a constaté que le jeune portait une valise, une grosse valise. Bref, il ne s'est pas cassé la tête. Il a sorti la facture, il a remis au jeune. Quand le jeune a pris la facture, il a regardé, il a dit non, ce n'est pas assez. Ajoute encore tes meilleurs champagnes. Il est parti tourner. Il est venu déverser encore les champagnes. Ses amis ont commencé à boire, à danser. Un d'entre eux a bu jusqu'à il est devenu fou. Ils ont bu jusqu'à une certaine heure. Ses amis étaient déjà KO. Certains d'entre eux avaient déjà fait un blackout. Il a appelé le barman, dit amène encore tes meilleurs champagnes. Il dit que ah champion, toi aussi. Tes amis ont déjà bu jusqu'à ils sont KO. On va leur donner les champagnes. On va encore leur donner les champagnes comment? Le gars dit que ok, va prendre donc tes meilleurs champagnes. Tu charges les tables de tout ton bar. Celui qui veut boire, boire. Il dit que ok, il a donc offert donc une tournée à tout le bar. Il a donc chargé jusqu'à ce que le stock s'écoule. On vient avec la facture, on lui donne. Il dit ce n'est pas assez. Va encore, tu charges encore. Il dit que non. Le stock de champagne est écoulé. Là actuellement, il ne reste que les rinades, les bières, les trucs classiques. Il dit que ok, prends ça, tu charges les tables avec. Il l'a mis à l'aise tout le bar. Le gars a ouvert sa valise. On a vu, elle était chargée d'argent. Il a sorti donc de l'argent pour payer donc toutes les factures du barman. Sauf qu'après avoir payé, il s'est rendu compte que la valise n'était toujours pas descendue, c'était toujours beaucoup. Il a regardé sa montre et ne pouvait pas attendre. Il s'est mis à faroter tout le bar, Le DJ s'est levé, il s'est mis à lui faire la tarakou, il a faroté tout le bar. Mais quand il regarde sa valise, il se rend compte que l'argent ne descend toujours pas. Cette fois-ci, il s'est mis à prendre les liasses de 1 million, commençait à faroter. Sauf que dans le bar, il y avait une de ses connaissances qui était présente. Le gars assistait à toute la scène et il s'est fâché, il s'est levé, il est venu vers lui. Il dit, mais j'ai dit, ta maman est là-bas à l'hôpital depuis 3 mois. Et donc, même l'argent, même pour la perfusion, elle n'a pas. Mais toi, tu es ici, tu offres à boire à tout le bar. C'est quoi ton problème? Le gars dit que laisse, on va causer de ça après. Le gars dit que non. Va au moins, tu peux pas aider ta maman. Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est là-bas à l'hôpital. Elle n'arrive même pas à payer la perfusion. Qu'est-ce qui te prend? Il a discuté finalement. Il a discuté, nié, dit que non. Après, le gars finalement s'est fâché. Il a arraché sa valise parce que dans la valise en question, qu'il y avait l'argent. Il a arraché la valise. Il a dit, si c'est comme ça, moi-même, je vais prendre cet argent à partir de remettre à ta mère. Au moins qu'elle se soigne. Parce que je ne peux pas te regarder faire ce que tu es en train de faire là. Je te regarde comme ça. Sinon, je ne serai pas un ami. Grave erreur. Je dis bien grave erreur. Famille, likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Il a dit grave erreur.
Il est sorti et il a fui avec sa valise, la valise. Son ami est resté, il a commencé à mettre les mains sur la tête. Il a tourné, il est sorti. Il est sorti, guetter s'il pouvait retrouver son ami, mais il ne le voyait pas. Et pendant tout le processus, le gars ne faisait que regarder sa montre. Il ne faisait que regarder l'heure. Il ne faisait que regarder l'heure. Le gars a commencé à mettre les mains sur la tête. Dit que le gars là m'a fini. Il est sorti, il a commencé à aller chercher partout. Pendant ce temps maintenant, le temps est passé et 4, 5, 6 heures est arrivé. Le barman donc a porté les amis du type en question, de l'homme en question qui ont fait les champagnes à tout le monde. Il a porté ses amis, vu qu'ils étaient tous KO, il les a mis à l'entrée de son bar, il les a allongés là-bas pour pouvoir fermer son bar et partir. Sauf qu'en refermant, il s'est retourné, il a constaté que le jeune était là-bas, il était déjà pratiquement devenu fou. Il avait déchiré ses habits, il se mettait à dire des paroles incohérentes. Barman, serre tout le monde. Barman, serre tout le monde. Le type était en train de bouger ses mains comme ça, un peu comme s'il farotait de l'argent. Il était devenu littéralement fou. Pendant ce temps maintenant, le type en question qui avait pris la mallette du jeune et qui s'est enfui pour partir remettre à la mère du jeune. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a expliqué la situation à la maman. Dit que franchement, je viens de voir ton fils là-bas. Il était là-bas au restaurant, il a offert à boire à tout le bar, il farotait de l'argent comme du n'importe quoi, comme si c'était de l'eau à tout le monde. Et comme je sais que tu es ici à l'hôpital depuis, tu n'avais même pas à payer une simple perfusion. J'ai arraché le sac pour venir te remettre, au moins pour que tu te soignes. Parce que je ne serais pas un bon ami si je le vois faire ça, je le regarde seulement. Sa maman a dit que je te remercie, mais ça fait 3 mois que je ne vois plus l'enfant là. Tu me dis qu'il était où comme ça? Il dit que maman laisse seulement. Il a remis la valise à la maman. La maman a pris la valise et elle lui a remercié. Mais sauf qu'au moment où elle a ouvert la valise, tout l'argent qu'il y avait dedans là, c'était devenu les papiers, les bouts de papier. Elle regarde la valise, elle regarde le jeune, il dit que mais mon fils, tu essaies de me pranker. Il regarde aussi, il dit que non, maman, écoute-moi. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était de l'argent. Je ne suis même pas capable de t'expliquer ce qui se passe là. Il y avait de l'argent là-dedans. Tu sais que je ne suis pas fou, je ne suis pas un enfant. Tu ne peux pas être malade, je viens te pranker, c'est impossible. C'était de l'argent qu'il y avait à l'intérieur. Il était en train de farouter, d'offrir à boire dans tout le bar. La femme dit que, au même moment maintenant, le barman donc est entré à l'hôpital parce que, comme j'ai bien dit, il connaissait le jeune. Et il savait que la maman du type en question était à l'hôpital. Il est parti voir la maman du type en question, expliquer la situation, qu'il est devenu fou là-bas. Les deux se sont assis, ils se sont concertés. Ils ont conclu que pendant les 3 mois où il avait disparu là, il est dû aller voir quelqu'un pour faire un rituel pour avoir de l'argent. Et il y a des rituels que quand vous faites, on vous donne souvent certain argent, on vous oblige à dépenser ça avant un certain temps. Avant qu'une limite de temps ne soit dépassée. Ils ont conclu qu'il était dans le genre de situation là. Et vu qu'il a dépassé ça avant le temps, là il est devenu fou sur place. Argent facile. Il y a des familles qui exagèrent. Le fiancé de cette femme, lorsqu'il est arrivé chez elle et qu'il a récupéré la liste de la dot prévue par ses parents, il s'est levé, il a lavé ses mains sur 6 ans de relation et il est parti. Voici la liste de la fameuse dot en question. Là c'est en anglais mais j'ai pu traduire la moitié. Et je dis bien la moitié. 5 grosses vaches. Et sachez que généralement, une vache, ça se situe en France entre 800 000 et 2 millions. 80 poulets de chair, 30 chèvres vierges. Où ils vont même faire comment pour savoir que c'est vierge ou va savoir. 5100 sacs de ciment. Donc en fait, ils comptaient sur lui pour lever un immeuble. 500 tubercules d'igname. Ils comptaient aussi pour lui pour lever peut-être un champ, je ne sais pas. 10 millions pour la famille, confiance, et 5 millions pour la communauté. Donc, il comptait même sur lui-même pour arroser le quartier. Un iPhone 17 pour la mère et un iPhone Pro Max pour le père. Ou à leur âge, ils veulent faire quoi avec les téléphones de dernière génération ou va savoir. 10 sacs de riz, 50 litres de carburant. Ou ils voulaient seulement ouvrir une station, va savoir. Et un panneau solaire. Là, je précise bien, ce n'est que la moitié de la liste. Et là, déjà, le budget déjà dépasse 100 millions. Quand je fais déjà le compte, le budget déjà dépasse 100 millions. Donc, quand je vois la liste là, je me pose seulement une question. C'est un budget pour relever l'économie du pays ou bien? Donc, c'est comme si on l'attendait seulement, comme on attend Jésus. En ce moment, la fille est en train de pleurer sur les réseaux qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Que normalement, son homme est capable, il a l'argent. Donc, le type est un peu au-dessus de la moyenne. Financièrement, il est là. Qu'elle ne comprend pas pourquoi il s'est levé, il est parti. Et en ce moment, elle pleure sur les réseaux que c'est pas sa faute, c'est ses parents. Mais sinon, il y a des familles à éviter. Quand ça commence déjà comme ça, c'est triste pour la fille, mais elle va être franc avec vous. D'une certaine manière, il a bien fait. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu entres dans certaines familles comme ça, il y a des signes qui ne ratent pas. Là, peut-être, il vient de sauver sa tête.
C'était info et amusement. Voici un jeune qui a sacrifié son propre père dans un rituel pour devenir millionnaire. Mais à sa mort, sa maman, au courant de l'affaire, a refusé qu'il soit enterré dans un cercueil, mais totalement nu. Histoire vraie, l'affaire se passe. Je ne donne pas le pays. Plusieurs Béninois m'ont déjà poursuivi en rêve. Déjà, voici deux jeunes avides d'argent et de richesse. Ce qui se passe donc est qu'à la fin de l'obtention de leurs études, ils se sont rendus compte que la vie d'adulte était extrêmement difficile. C'était dur de se faire de l'argent, mais c'est des jeunes qui voulaient la facilité et l'argent rapide. Par la force des choses, donc, ils ont entendu parler d'un grand féticheur dans la région qui était capable de rendre n'importe qui millionnaire en peu de temps. Bon, ils se sont donc informés et ils sont partis rendre visite au féticheur en question. Quand ils ont rencontré le féticheur leur a demandé: mes fils, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils ont commencé à étaler. Ils ont dit: franchement, le pays est dur. On veut être riche, on veut avoir beaucoup d'argent. On veut pouvoir partir en Europe, en France, en Italie, comme on veut, quand on veut. Bref, ils voulaient être millionnaires. Le féticheur a dit: il n'y a pas de problème, je peux vous rendre riche. Mais le problème est que moi, je suis un cas un peu à part. Je ne peux pas vous rendre riche sans sacrifice. Donc, le liquide rouge doit couler. Là, les deux jeunes se sont regardés. Ils ont dit que mais... Et ça doit se passer comment? Là, le féticheur a dit: vous devez sacrifier soit votre père, soit votre mère. Là, les deux jeunes se sont regardés. Hey. Bon, le premier déjà, lui, de base, il a dit: bon, franchement, moi, je pensais qu'en venant ici, je pensais qu'on devait me parler de sacrifice de poule, sacrifice de mouton, ça ne devait pas me déranger, mais je ne peux pas sacrifier mes propres parents. Ils m'ont donné naissance, ils se sont occupés de moi pendant des années jusqu'à ce que je sois l'homme que je suis aujourd'hui, donc c'est impossible. Déjà, moi, je ne fais pas ça. Le marabout l'a mis de côté. Quant au deuxième était là, il a dit: mais si je sacrifie ma mère, qu'est-ce que je vais obtenir? Là, le marabout a dit: non. Si tu sacrifies ta mère, tu auras de l'argent, mais pas comme tu imagines, ça ne sera pas beaucoup. Je te recommande beaucoup plus de sacrifier ton papa. Là, tu auras tellement de l'argent, tellement que même les grandes personnalités de ce pays vont se prosterner pour te saluer. Le gars a dit que oui. Si c'est pour l'autre, là, je suis d'accord. Il a dit: comment ça va se passer? Le marabout a pris une liste. Il a dit: c'est très simple, voici comment le rituel va se passer. Le marabout a dit: tu vas d'abord collecter ces 4 éléments-ci. Il a dit: tu vas m'apporter un parfum de Arasabla. Tu vas m'amener aussi de l'eau de colonne Mami Wata, 3 bougies noires et une feuille Ndigoudi. Bref, si quelqu'un reconnaît ces produits ici, mentionnez-le dans les commentaires. Là, dès qu'il a entendu ça, il a dit: il n'y a pas de problème. Il est parti avec son ami. Il est parti collecter les produits. Dès qu'il a terminé, il a remis tous les produits achetés au féticheur. Le féticheur donc a pris les produits. Il a fait des incantations et il a concocté une potion. Mais avant de donner au jeune, il lui a dit: je te préviens, à partir du moment où tu vas boire cette potion-ci, le rituel va commencer. Comme le rituel commence, soit tu finis le rituel, soit tu vas mourir. Donc je te préviens, est-ce que tu es sûr de pouvoir faire ça? Il a dit: oui, je suis sûr. Il a dit que ok. Il a donné la potion au jeune. Le jeune a bu. Après avoir bu la potion, déjà le jeune n'a rien senti de différence sur son corps, mais le jeune maintenant dans le rituel devait rester plusieurs jours sur le marabout. Et chaque matin il devait se laver soit à 4h, soit à 6h du matin, avec toujours de l'eau mélangée à la potion. Maintenant le problème est que puis les jours suivaient, le jeune explique qu'à chaque fois qu'il se lavait avec cette eau, il entendait la voix de son père lui supplier, disant que: pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux me sacrifier? Pourquoi tu veux me vendre? Pourquoi tu fais ça, mon fils? Je t'ai fait quoi? À chaque fois qu'il se lavait, il entendait la voix de son père le supplier. À chaque fois. Mais bref, le rituel était déjà lancé, il ne pouvait plus rien faire. Jusqu'au jour où Marabout est venu avec un fil rouge, a sorti un fil rouge de sa case et a amené un mouton. Il a attaché le fil autour du cou du mouton et il a mis le mouton dans un trou. Il a fait plusieurs incantations et il a donné un couteau au jeune. Il a dit: tu vas sacrifier ce mouton. Le jeune a dit: il n'y a pas de problème. Il est entré dans le trou avec le mouton. Mais au moment de faire le sacrifice, le mouton s'est mis à pleurer. C'était un mouton qui était en train de crier, mais lui, en esprit, c'est son père qui voyait en train de pleurer. Son père le suppliait que ne fais pas ça. Pourquoi tu veux me faire ça? Je t'ai donné vie. Je me suis occupé de toi pendant des années. J'ai fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Pourquoi tu veux me sacrifier? Je t'ai fait quoi? Malheureusement, le rituel était déjà lancé. Il a sacrifié le mouton et par la même occasion, son père. Dès que le mouton est décédé, le marabout est entré dans le trou. Il a retiré les organes de l'animal. Il a fait frit et il a donné à manger au jeune. Le jeune a mangé. Après ça, il a dit: c'est bon, le rituel est terminé. Tu peux partir chez toi et d'ici quelques temps, tu vas devenir méchamment riche. Le jeune doit remercier le féticheur et il est parti. Quand il est parti, il est rentré chez lui. Chose bizarre, son papa était toujours en vie.
Il a arrêté la main de son père. Il a dit à son papa, papa, franchement, pour tout ce que tu as fait pour moi, je veux rapidement gagner de l'argent, te donner la vie que tu mérites, m'occuper de toi, ceci, cela. Là, son papa était content, il a dit franchement, je suis fier de toi, mon fils. Parce que si seulement les autres enfants ici au village pouvaient penser comme toi, c'est que tous les parents sont vraiment à l'aise. Donc, je te remercie, que Dieu te bénisse. Vraiment, je prie que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Bref, quelques jours plus tard, vous devez comprendre que son papa était musulman. Il est parti quelques jours plus tard dans une mosquée. Et au moment de faire ses ablutions, il s'est mis à cracher, à vomir, à tousser et à vomir du sang. Et il est tombé, il est décédé. Là, son fils est venu hypocritement. Il s'est mis à crier, papa, réveille-toi, papa, réveille-toi. Bref, c'est ainsi que son papa est décédé. Et comme il est décédé un mois plus tard, le fils est devenu méchamment riche. Il a commencé à avoir de l'argent de partout, tellement que même la famille ne savait pas d'où venait de l'argent. Il est devenu mystérieusement riche. Là, il a cassé leur ancienne maison, il a construit une très grande maison. Il a saturé la cour avec plusieurs véhicules. Il a commencé à mettre sa maman ainsi que plusieurs membres de la famille à l'aise. Tout s'est bien passé. Pendant 8 ans, il vivait la belle vie, il était riche et tout et tout. Sauf qu'après les 8 ans en question, il a commencé à voir l'esprit de son papa. Son papa a commencé à apparaître de partout. Quand il était dans la voiture, quand il marchait, quand il était chez lui, son papa lui disait que pourquoi tu m'as sacrifié, pourquoi tu m'as vendu, pourquoi tu m'as sacrifié. Il n'arrêtait pas de dire laisse-moi, ce n'est pas moi qui t'ai sacrifié. Il niait même à l'esprit de son père. Je n'étais pas sacrifié, ce n'est pas moi, laisse-moi, laisse-moi. L'affaire a duré pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tellement qu'il a commencé à devenir fou. Il a commencé à voir son papa absolument de partout. Il a commencé à devenir fou. Et un jour, il s'est placé en route. Il a commencé à se déshabiller. Il a pris ses excréments, il a commencé à oindre son visage. Et là, il a dit oui, j'ai tué mon papa. C'est moi qui ai sacrifié mon papa. En plein carrefour, il commença à dire exactement ce qui s'était passé. Le rituel, tout ce qui s'était passé. Tous les passants ainsi que sa maman étaient là, ils ont écouté l'affaire. Là, sa maman a appelé plusieurs membres de la famille. Ils ont porté leur fils. Ils sont partis enfermer dans une pièce de la maison. Là, sa maman a dit, laissez-le là-bas. Il va faire ce qu'il va faire. Si ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter. Si ça ne peut pas, on le laisse seulement là-bas. Il est resté là-bas, il s'est mis à aboyer comme le chien. À aboyer pendant une semaine, il a arrêté de faire le bruit. Là, un oncle est parti ouvrir la porte, il s'est rendu compte que il avait rendu l'âme. Là, donc, il a porté son neveu pour aller l'enterrer. Sauf que sa maman a dit qu'il est hors de question qu'on l'enterre comme une personne normale. Celui-là, c'est un animal. On n'utilise ni linceul, ni cercueil. On va l'enterrer comme ça. Dans un premier temps, ils sont partis au commissariat pour faire le constat. Après là, ils sont partis dans un cimetière, ils l'ont enterré comme ça, avec les mêmes vêtements de fou qu'ils portaient sur lui. Pas de cercueil, pas de linceul, rien. Ils ont enterré comme ça, pas de pasteur, rien. Et ils sont partis. Parce que sa maman était au courant de ce qu'il avait fait à son papa, c'est-à-dire à son mari. Enfin bref, la famille. Je m'arrête là. Franchement, la famille, la vie facile ne paye pas. Travailler. Je le dis toujours, allez voir un marabout. Allez voir un marabout ne va jamais vous aider. Ça ne va jamais vous aider. Il y a toujours une conséquence et un retombé. L'argent facile n'existe pas. Voici un voleur qui s'est fait passer pour un fantôme pour aller braquer chez un pasteur. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un vieux proverbe ici chez nous au Cameroun qui dit « La famine donne l'inspiration ». Avant de commencer la famille, je tiens d'abord à donner tous mes respects à ce voleur. Parce que le niveau de schéma qu'il a développé, je ne vois pas qui peut encore imaginer ça ici en Afrique. En fait, c'est un voleur trop connu dans la région. Ce qui se passe, c'est que son mode opératoire était très simple. Il se déguisait en fantôme comme vous voyez là. Il entrait dans les maisons des gens, les effrayait et les dévalisait. Et vous savez, nous sommes en Afrique. En Afrique, si un jour tu sors en pleine nuit dans ton salon et que tu trouves ça pointé dans ton couloir en train de te regarder, même si tu es athée comment, tu es philosophe comment, tu vas sortir de la maison et fuir. Et à l'instant où tu fuis, il commence à dévaliser ta maison. Et c'était son mode opératoire. Il avait l'habitude d'agir comme ça. Et lorsqu'il tombait dans de grandes maisons, lorsqu'il réussissait à faire fuir les habitants de la maison, il faisait appel à ses collègues pour qu'ils viennent l'aider à ramasser tout ce qu'il y avait dans la maison. Un jour, il est entré dans la maison d'un monsieur qui vivait avec sa femme et ses enfants. Quand il est entré dans la maison, exactement comme d'habitude, il se tient juste là. Dès qu'on le voit, on fuit. Dès que le monsieur l'a vu, il a commencé à crier. Tellement il était habitué, il n'attendait même plus que les familles sortaient de la maison. Il commençait à dévaliser. Le monsieur commence à crier. Il essaye de s'enfuir en passant par la fenêtre. Son enfant dit que papa, le fantôme a tenté de voler notre télévision. Il dit que tais-toi, tu fuis. Il sort de la maison. Il commence à fuir. Là, il continue tranquillement à ramasser tout ce qui est à l'intérieur.
Il avait l'habitude d'agir comme ça pendant des années et des années. Il a fait ça dans diverses maisons, divers quartiers, tellement qu'il était déjà connu. Et chose bizarre que tout le monde pensait que c'était réellement un fantôme, un esprit, etc. Un jour donc, un pasteur a aménagé dans le quartier et l'histoire est tombée dans les oreilles du pasteur. Le pasteur a aménagé dans le quartier avec sa femme et ses enfants. Quand il est entré dans la maison, tout s'est bien passé, jusqu'au jour où le voleur en question a décidé d'aller braquer chez le pasteur. Quand il est entré dans la maison du pasteur, exactement comme à son habitude, il s'est mis dans le couloir, il est resté posté là dans l'obscurité. Le pasteur de son côté est resté dans sa chambre, il a entendu du bruit. Là, il a compris que peut-être le fantôme dont il entend parler depuis plusieurs semaines là a décidé de venir chez lui. Là donc, il a réveillé sa femme et il lui a demandé de prendre sa Bible. Les deux ont pris leur Bible et sont sortis. Ils ont vu le fantôme dans le couloir et ils ont commencé à prier, à décréter, à proclamer, à envoyer le feu fatigué. Mais le fantôme était en train de les regarder comme s'il ne bougeait pas. Ils ont prié. Pendant qu'ils priaient donc, le fantôme dont lui, il était en train de prendre la télévision, il était en train de prendre les appareils, il chargeait dans le sac. Pendant qu'il priait, il lançait le feu. Le voleur était en train de prendre les effets pour mettre dans son sac. Il chargeait. Au moment où il a terminé, il a bien chargé. Au moment où il veut partir, il essaye de passer par la fenêtre comme à son habitude pour fuir. Sauf que l'entrée, les portes et les fenêtres du pasteur étaient automatisées. Ils ont appuyé sur un bouton et les portes se sont fermées. Ils ont continué à prier. Là dont le voleur, voyant qu'il ne pouvait pas sortir, il a essayé, fatigué, n'a pas pu. Finalement, il s'est mis à supplier le pasteur. Pardon, laissez-moi sortir, je ne suis pas un fantôme, je suis un voleur, pardon, laissez-moi. Le pasteur a continué à prier, disant que non, c'est un piège de l'esprit. C'est un piège peut-être du démon. Le voleur a même retiré son masque et dit que non, c'est moi, j'habite dans le quartier ici derrière. Mais le pasteur ne voulait pas du je le crois. Il continuait à prier, à lancer le feu. Finalement, le voleur s'est mis à pleurer. Tellement il pleurait là, le pasteur a compris que non. Le type, c'est en fait, c'est pas un fantôme, c'est un voleur. Là donc, ils ont crié, appelé le voisinage. Là, eux tous sont sortis, ils ont vu, ils ont compris la situation. Que le type qui les braque depuis plusieurs années se faisant passer pour un fantôme, c'était un voleur qui habitait dans le même quartier. Là, ils l'ont récupéré, ils l'ont passé à tabac avant d'appeler la police. Ça, c'est une vieille tradition ici en Afrique. On te tabasse avant d'appeler la police. On tabasse les voleurs avant d'appeler la police. Bref, la police est venue la récupérer. Et actuellement, il est au parquet. Donc, d'après les sources que j'ai entendues, il risque 15 ans d'emprisonnement. Parce qu'il a exercé cette tactique-là pendant des années. Donc, ça risque d'être chaud sur lui. On dit ici chez nous au Cameroun, la famine donne l'inspiration. Juste pour dire, pour cette histoire, si je ne vais même pas donner de morale, juste je donne juste le respect à certaines personnes sur ce continent. Parce que le genre de schéma que certains sont capables de développer, le schéma qu'il a développé, je ne vois même plus qui peut encore développer ce qu'il a fait là. Enfin bref, la famille, juste le vol ne paye pas. C'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.